8h, 8h30, Catherine Villemain et Pierre Verny racontent sur Radio Saint-Ignac. Jean Marcellin d'Everon. Jean Marcellin est le fils aîné de Joseph. Il est le petit-fils de Jean II d'Everon. Il est né et baptisé à Saint-Didier en juillet 1728. Nous sommes sous le règne de Louis XV. Jean Marcellin fait ses études chez les Jésuites, puis part pour Toulouse et Paris. C'est là qu'il obtiendra son diplôme d'avocat au Parlement de Paris en 1750, à la veille de ses 22 ans. Mais c'est à Toulouse qu'il s'installe. C'est là que sont les affaires les plus importantes, dans ce vaste Languedoc dont le Velay occupe l'extrémité. Il y reste 7 ans, puis regagne Saint-Didier, où son père souffrant l'institue légataire universel, c'est-à-dire qu'il héritera de toute la fortune de la famille. Ses 2 frères, Saint-Ignac et Montroyer, nous l'avons vu, sont gardes du corps du roi. Madeleine est entrée religieuse à Bourg-Argental. Son père meurt, il reste seul à Saint-Didier auprès de sa mère et de sa sœur Marguerite. L'année précédente, il avait obtenu un arrêté de la Cour des comptes les déclarant nobles et inscrits comme tels. Cela lui permettra quelques années plus tard de rédiger une généalogie de sa famille remontant jusqu'à la fin du XIVe siècle. Jean Marcellin épouse Claudine Néron, dont le père était échevin de Saint-Étienne. Le mariage est célébré le 9 mai 1758. La famille de Claudine est une famille de soyeux et de rubaniers, alliés à toute la noblesse de Saint-Étienne. Jean Marcellin et Claudine y vivent au début de leur mariage, mais bientôt le nombre accru de leurs enfants, ils en auront 16, les retient à Saint-Didier. Jean Marcellin signe désormais Veron de la Combe. La qualification de Montroyer reste l'apanage de ses cadets. Au cours de l'été 1776, la sécheresse se fait sentir. Un sourcier est appelé. Il fait des recherches et dresse l'état des sources découvertes dans le domaine de Saint-Ignac, du Poyet, de Montroyer, mais aussi à la papeterie. 2 ans plus tard, l'opinion s'agite à propos d'une route traversant le Vivarais et le Forêt, devant passer par Saint-Didier. Les habitants de Saint-Didier demandent à M. de Veron de rédiger une pétition en faveur du passage de la route par leur village. Satisfaction leur est donnée, et en 1783, des plans sont établis à ce sujet. Jean Marcellin est un esprit cultivé. Il est doué et sérieux. Il est un avocat reconnu auprès de la cour du Forêt. S'il avait pu suivre cette voie, il aurait certainement acquis une très brillante situation. Mais ses qualités de fils aîné et d'héritier universel lui font un devoir de s'occuper des biens de sa famille, à Saint-Didier-en-Velay, où une occupation lucrative n'est guère possible. Et si les revenus dont il jouit sont limités et suffisent à sa famille, ils ne lui permettent pas d'accroître vraiment sa fortune. Jean Marcellin décède en 1784. Il a 56 ans. Sa femme se retrouve seule. Son fils aîné, Jacques, n'a que 25 ans. Son cadet, 20 ans. Et le dernier, que 5 ans. Et nous sommes à l'aube de la Révolution. Des 16 enfants de Jean Marcellin et de Claudine, 9 survivront. De Jacques, l'aîné, nous parlerons un peu plus tard. Jeanne-Marie-Antoinette, demoiselle de Montroyer, vivra auprès de sa mère, la secondant efficacement, mais voyageant et visitant ses cousins. Elle décède jeune, à 48 ans, après une vie active et généreuse. Jean-François, sieur de Saint-Ignac,
se prépare à faire ses débuts de lieutenant au régiment de la Couronne. Mais sa carrière est brisée par la Révolution. Jean-François, destitué, revient à Saint-Didier auprès de sa mère et de ses sœurs. Marie-Françoise, demoiselle d'Entreuil, cadette d'une famille nombreuse, est destinée à entrer au couvent. Mais la Révolution, pillant et fermant les monastères, interdit cette possibilité. Marie-Françoise soutiendra sa mère. Avec sa jeune sœur, elles vendront plus tard la terre de Montroyer, qui deviendra maintenant un domaine étranger pour la famille. Nous parlerons une autre fois de Pierre Laurent, qui a tant marqué notre famille. Vient ensuite Catherine Antoinette, demoiselle des Îles, gaie et joyeuse, entretenait avec tous ses parents des relations affectueuses, qui aimait l'appeler « notre chère des Îles ». Antoine Didier, seigneur des Foranges, participe, lui, à l'industrie rubanière. Jouissant d'une confortable aisance, il s'installe près de Vaffleury et revient régulièrement voir les siens à Saint-Didier. Il y fait d'ailleurs don d'une cloche pour son église. Jean Thomas vient ensuite, nous en parlerons plus tard bien sûr. Et enfin, Pierre-Augustin, le dernier. Il vécut dans l'entourage de ses frères. Mais, à la suite d'une violente discussion avec son frère aîné Jacques, on le découvrit inanimé dans les bois de Montcoudiol le 22 août 1799. Il avait 22 ans.